Kefferkopf, le grand cru où on se trouve actuellement, est sur le banc d'Amerschwir. On y travaille approximativement 3 hectares et c'est devenu effectivement un grand cru depuis 2007. Auparavant, c'était une mention qui n'était pas très définie. C'est un terroir assez exceptionnel et sa particularité par rapport à bien d'autres grands crus, c'est de ne pas avoir partout la même nature de sol. Autant sur le bas du Kefferkopf, sur votre droite, il y a des marnes argilo-calcaires. Autant là où on se trouve ici, le sous-sol, le socle est granitique, avec par-dessus des couches de l'os à éolien, donc apportées par le vent, qui contiennent, comme les terrains calcaires, beaucoup de calcium et de magnésium. Et c'est vraiment ça qui fait la particularité du Kefferkopf, c'est d'avoir cette présence tout du long de calcium et de magnésium. Nous sommes plus près. On a le vent quand même moins souple que précédemment. Oui, beaucoup plus jeune. C'est nettement plus jeune. Ça notamment très brillant, c'est quand même très joli. Alors aujourd'hui, c'est le Gewürztraminer qui commence à discuter le premier. C'est le Gewürztraminer qui pose en premier. Et c'est lui qui domine le côté aromatique du vin. 60% de Gewürztraminer, Ça marque. Ça passe pas inaperçu au niveau du nez. Donc on reste sur ces arômes de rose, de litchi. Par contre, il y a quelque chose qui me choque tout de suite sur le premier nez, c'est la salinité. Moi je trouve qu'il y a énormément d'arômes. La salinité, ouais. Alors j'ai l'impression, tu vois, de me retrouver à l'arrière de Cassis, dans la Méditerranée, de respirer l'embrun salin de la mer. Ça me fait le même effet. Là. Une fois que tu passes le côté aromatique du Gewürztraminer, qui est assez explosif, mais sans être exubérant mais gênant, et il y a cette petite empreinte légère et tout à fait frappante et rafraîchissante d'empreinte qui m'a tout de suite chatouillé les narines. Alors, je souris parce que à chaque fois que je goûte un Kefferkopf, il y a quelque chose qui me semble assez flagrant sur l'attaque en bouche, c'est ces notes d'amande. Alors vraiment l'amande effilée, l'amande dans toutes ses formes en fait. Alors est-ce que c'est vraiment la marque de, je dirais, l'empreinte géologique du Kefferkopf? Pour moi oui. Pour moi oui, parce que d'une part on arrive à retrouver ça sur les 3 cépages, de façon plus ou moins marquée. C'est vrai que c'est le Gewürztraminer qu'on va voir le plus. En même temps, ça peut se retrouver dans le Pinot Gris aussi, Kefferkopf. Et on retrouve surtout à travers les millésimes. Donc c'est pas lié à ce vin en particulier, mais tous ces grands frères qui l'ont précédé, c'est la même traceur. Donc ça provient vraiment certains très bien de la nature du sol, des profondeurs des Kefferkopf. Il y a toujours des vins qui restent très très cristallins finalement. C'est jamais dans le démonstratif dans ta façon de le vinifier. Que ce soit sur les 2 grands crus, je trouve que tu as des vins qui sont plus parsemés de féminité, d'élégance, de virilité et d'exubérance. Ça c'est. C'est pour ça qu'on dit la vigne et pas le vigne. C'est vrai. Là, chez toi, ça se vérifie bien, Frédéric. On cherche à vendanger des raisins bien mûrs. Après, le côté surmaturation, ça va être tout ce qui est typiquement vendange tardive ou sélection de grains nobles, mais pas forcément pour ce produit-là. Et à partir de ce moment-là, les choses se font presque toutes seules. Tout le travail est fait dans les vignes. Donc là, finalement, on ne fait plus grand-chose pour ça. Tu suis simplement le processus naturel. Voilà. Les levures, c'est des levures qui sont sur les raisins qui vont faire tout le boulot. Levure indigène. Levure indigène complètement. Il y a juste pour la prise de mousse du crément qu'on utilise des levures qui viennent de l'extérieur. Pareil pour la chaptalisation, il n'y en a pas. On ne touche pas à l'acidité ni aux essences ni dans d'autres. On fait la fermentation malolactique par exemple
sauf sur les rouges où de temps en temps ça peut arriver partiellement sur un blanc, c'est pas plus gênant que ça. Mais pas de désacidification, pas d'acidification non plus. Même sur un millésime comme 2003, qui était très chaud. Et donc à partir du moment où on respecte ces équilibres fondamentaux qui sont dans le raisin, dans la plante, c'est que de la maïotique, quoi. Je veux dire, c'est que d'accoucher de l'idée qui est finalement dans le raisin, que de la faire naître dans le vin, quoi. On la crée pas. Non. Le vin, c'est pas quelque chose qu'on fabrique, quoi. Je fais pas du vin, quoi. Je le laisse faire. Tu l'accompagnes. On accompagne le mouvement, tout à fait. Complètement. Tu laisses la nature opérer. Après, il faut surveiller que la nature fasse bien les choses quand même. Suivre que ça ne dévie pas dans un sens ou dans l'autre, que la fermentation ne s'arrête pas complètement, qu'il n'y ait pas de soucis. Mais avec des raisins bien mûrs, on n'a pas tellement de soucis. Même s'il fait froid comme cet hiver, eh ben, on attend que ça se réchauffe un petit peu. Et voilà, on réchauffe légèrement les vins pour qu'ils atteignent les 15 degrés au lieu d'être à 10 degrés. De la même façon, en 2003, on peut agir sur la température aussi, ce que j'ai fait. J'ai refroidi les jus de raisin au départ. Faut pas que ça monte trop vite en fermentation. Parce qu'un jus de raisin, quand on mange, il fait 30 degrés, part en fermentation presque quand on coupe la grappe. Et il faut préciser que c'est très très mauvais que la fermentation monte trop en température, c'est pas trop vite. Pour la finesse des vins, pour la finesse des arômes, c'est mieux que les températures ne montent pas excessivement. Donc ça, c'est des choses qui se surveillent, mais qui généralement se passent toutes seules. On dit la nature, tu regardes les choses, tu s'en fous. Oui, la nature fait bien les choses, et c'est comme le terme d'élevage des vins, c'est quelque chose d'absolument approprié, quoi. On ne fabrique pas un vin, on l'élève. C'est comme les gamins, quoi. Ils grandissent tout seuls, on va tirer sur les oreilles pour qu'ils grandissent, quoi. Et toi, il faut être là pour vivre avec. Et tu as des élevages relativement longs sur tes vins. Oui. Maintenant, tu proposes à la vente les millésimes 2002-2004. Ça dépend. Le Vignac Schlossberg 2002, voire 2004. On a malheureusement une rotation plus courte, puisque là on est déjà à 2007, 2006 pour le Gewürztraminer qui est parfois. Mais c'est des vins qui ont un potentiel d'ouverture pendant 5-6 ans, ils vont faire que monter en puissance et qui ont 10, 15 ans de garde. 15 ans de garde, facilement, ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça se ressent parce que vraiment sur la finale du vin, on sent ce que vous avez dit sur le fruit, qui est vraiment accompagné vraiment la texture des vins. Et on ressent de légère retenue, vraiment sur le côté minéral, une légère amertume, donc l'amertume minérale, celle qui est positive, pas celle qui est négative, et qui est vraiment signe d'un vin qui est encore sur la retenue et qui a encore beaucoup de choses dans la livrée lorsque les millésimes on se déroule. Je pense que c'est très là. La finale de ce vin. Ouais. On est beaucoup plus sur le Riesling que sur le Gewürztraminer en finale. Ouais, tout à fait. On finit vraiment sur la fraîcheur et sur l'acidité. Et puis pareil, on a un retour aromatique sur la fin. Enfin, alors qu'au moment, en milieu de bouche, tu sens un peu le pinot. Il est là pour ça en fait. Le Pinot Gris, c'est vraiment celui qui va faire le lien entre la première partie Gewürztraminer plus opulente et le Riesling plus frais et plus structuré sur la synthèse. Donc il est vraiment là pour faire le joint entre les deux raisins. Pendant longtemps, on a fait des assemblages Gewürztraminer Riesling, mais il fallait attendre 10 ans pour vraiment que ce soit libre. Alors que là, le Pinot Gris fait le lien. Il fait le lien, mais je trouve qu'il le fait. Il n'y a pas de creux dans l'idée de bouche. Du tout, non du tout. C'est vraiment quelque chose de bien homogène du début jusqu'à la fin.